Madame, Monsieur, bonsoir. Des funérailles nationales pour l'ancien ministre des Sports et le peuple entier face au choc de cet assassinat. Thierno Aliou Diaoune a rejoint sa dernière demeure. Occupation anarchique des domaines publics, en particulier nargue la loi à Demodoula. Il poursuit ses travaux dans le lit d'un marigot. Et puis les jeunes dans les rues ce matin à Imbaya, choqués par l'interpellation d'un imam. Quelles en sont les raisons? Où en est le dossier? C'est à suivre dans cette émission. Les infos qu'il vous faut en 30 minutes. Bonsoir à tous. Tout d'abord, les funérailles de l'ancien ministre des Sports. Thierno Aliou Diaoune a rejoint ce matin sa dernière demeure. Des funérailles nationales et des témoignages poignants de ses œuvres. Il a été assassiné vendredi 6 février. Adi Kamara. De prévention des conflits dans les zones minières, un projet de prévention des conflits au Fouta, dans la région de la Moyenne-Guinée et dans la région de la Guinée forestière. Depuis vendredi 6 février aux environs de 22 heures, cette voix s'est éteinte pour toujours. C'est la voix de Thierno Aliou Diaoune, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, actuel coordinateur du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies en Guinée. Il a été froidement abattu par une bande de gangs à bord de sa voiture. Ce lundi, amis, frères, compagnons, parents, collaborateurs du PNUD, de la société civile et d'aide et action étaient tous mobilisés pour lui rendre leur dernier hommage. Tu es parti sans me serrer dans tes bras, sans dire au revoir, sans me faire des câlins. Ainsi tu t'en vas en laissant derrière toi 2 veuves et 9 enfants dont je suis la deuxième. Nous remercions Allah de nous avoir donné un père comme toi. Tu pars ainsi retrouver tes compagnons de lutte pour l'égalité sociale. Diaoune était accessible, disponible, humble, dévoué et acteur majeur de la société civile guinéenne pour la formulation du plan prioritaire de consolidation de la paix et de la gouvernance démocratique en Guinée. Je voudrais passer ce témoignage à la jeunesse guinéenne dans cette salle. C'est de cultiver l'amitié dans la sincérité, d'augmenter et d'élargir le cercle des amis, de ne jamais les éclater et les diviser. Ça ne profite pas. L'homme qui est aujourd'hui ici, nous sommes à sa place, il est à notre place. Il est vivant, nous sommes morts, il est vivant. C'est Dieu seul qui connaît la cinétique des âmes. Diaoune aura été le ministre qui a facilité le passage de la Guinée devant la Commission des Nations Unies pour la mise en place de la formation Guinée en vue de l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Au titre de coordinateur national du Fonds des Nations Unies, il a mis en place l'opérationnalisation technique des différents volets du dit fonds, notamment la réforme du secteur de la sécurité, la promotion de la réconciliation nationale, l'emploi des jeunes et des femmes. Thierno Aliou Diaoune s'est donc battu pour que l'emploi des jeunes et des femmes trouve une place importante dans notre pays. Même sentiment chez le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana qui a côtoyé l'illustre disparu au cours des travaux du comité de pilotage sur le plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée. C'est une grande perte pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble du peuple de Guinée. Il a toujours servi avec abnégation. Je l'ai connu au travers d'une activité qui lui était très chère, c'est la consolidation de la paix en Guinée, que j'ai l'honneur de présider le comité de pilotage où il assurait le secrétariat en sa qualité de coordinateur du Fonds de consolidation de la paix. J'ai vu en lui un cadre compétent, un cadre qui aimait écouter les gens et qui travaillait toujours pour donner des idées qui ont permis en peu de temps à notre Guinée d'être une référence dans le domaine de la consolidation de la paix, non seulement par la qualité et le nombre de projets qu'on a pu mettre en chantier, que ce soit dans le domaine de l'emploi jeune, dans le domaine, n'est-ce pas, de la réconciliation nationale, dans le domaine, n'est-ce pas, de réforme du secteur de la sécurité, etc., etc., à telle enseigne que, comme on l'a dit ici, le système des Nations Unies l'avait souvent consulté pour ce qui concerne la mise en place du même schéma dans d'autres pays africains. C'est pourquoi à cet instant-ci, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé et l'ensemble du gouvernement, nous tenons à lui rendre hommage
mais aussi à présenter toutes nos condoléances à sa famille et aussi à l'ensemble du peuple de Guinée. Après les bénédictions formulées par le secrétaire général des affaires religieuses Eladj Abdoulaye Diassi, l'assistance est recueillie sur le corps de notre regretté Thierno Aliou Diaouni, que la Guinée et les Guinéens continueront à pleurer paix à son âme. Amina, le ministre Diaouni, abattu alors qu'il rentrait chez lui, la victime a eu le temps de bien servir son pays, la Guinée. C'est un grand esprit qui vient de s'éteindre. Il a contribué à la révolution du sport en Guinée. Un grand intellectuel sorti de l'école normale supérieure de Manéa. Son ami d'école, Yamoussa Sidibé, témoigne. Nous t'appelions Django, pas seulement à cause de la consonance avec ton nom, mais surtout comme l'homme au pistolet d'or pour ta promptitude à rendre service. Tu le faisais si naturellement que celui qui ne te connaît pas penserait que tu y tires un intérêt. Mais que nenni, tu étais simplement bon. Les normaliens qui te pleurent aujourd'hui ne se rappellent pas t'avoir vu un jour en colère. On te connaît avec ce rire hilar qui savait si bien cacher tes soucis ou tes angoisses. Ils sont venus, ils sont tous là dès qu'ils ont appris la nouvelle. Même ceux que tu n'as plus revus depuis Manéa, tous en larmes, tous autour de Namari et de Fatou, chacun cherche ta présence du regard, les souvenirs voguent dans les regards. Faut-il désormais pour te trouver se réfugier dans les écumes des souvenirs? Diaouni, je nous revois à Manéa alors que nous frappions la porte au savoir dans des conditions spartiates. La nourriture était rare et de piètre qualité. Alors le soir, avant le coucher du soleil, nous dévalions les bas-fonds de Nyogoria, de Gomboya, et parfois même de Frigiadi pour rafler quelques mangues. Une fois repu, on ouvrait le concert des moqueries. Tu avais ce art particulier de répondre au colibet par le sourire. Et puis on quitte les bancs de l'école et on frappe la porte à la vie. Et là, on te découvre grand. Aux côtés de Kiridi Bangoura, notre ami, tu parcours le pays pour construire des écoles, pour former des enseignants. Tu réfléchissais constamment à comment transcender la rareté des classes et l'absence des enseignants dans les localités reculées. Tu me parlais avec enthousiasme du succès des classes multigrades. Et ainsi, ton nom commence à être répété partout. On te cite comme un des meilleurs experts nationaux de l'éducation. Et tu te présentes sous les projecteurs du continent pour apporter ton expertise sur les plateaux de l'éducation et de la recherche de la paix. Et c'est tout naturellement que tu fais ton entrée dans la société civile. Face à la situation kafkaïenne qu'offrait le pays alors, tu proposes des solutions. Ainsi, en janvier 2007, au plus fort de la grève, tu es de ceux qui initient le mouvement Bara, un grand rassemblement qui devait se tenir au Palais du Peuple, tous portant une tenue indigo bleu ciel. Tu saisissais dans toute son envergure la déliquescence alors de l'État et comprenais qu'un coup de balai était un impératif catégorique. Malheureusement, les syndicalistes se désolidarisent du mouvement et c'est l'une des rares fois que je te voyais en colère. Mais auparavant, Diaouni, quand nous n'avions pas encore 30 ans, nous rêvions de construire une nation où seule la compétence, le talent et le dévouement font la différence entre les Guinéens. Nous avions relevé les manches pour que toujours les dissensions, les incompréhensions et les rancœurs soient portés autour d'une table, que jamais les fils du pays ne soient contraints de se réfugier derrière un bouclier. Avec Kiridi Bangoura, Nabi Ibrahima Diakité, Ousmane Titi Faye, Mariama Korka Diallo, les deux frères Kabassan Keïta, Mohamed Salifo Keïta, Mamoudou Dian Diallo et une dizaine d'autres de notre âge, nous avons constitué la fraternelle. Des idées que nous mettions ensemble avec interdiction d'appartenir à un parti politique pour donner à la nation seule sa chance d'expression. Et l'une de nos victoires a été la résolution du conflit parfois sanglant qui minait l'université de Conakry. Thierno Aliou Diaouni, ce lundi, ta face a été tournée définitivement vers l'Orient. Mais Dieu sait que tu as su obéir à ses commandements de travail, de tempérance et de charité, pauvre candidat sur le parvis de la lumière. Nous, tes amis, tes frères, demandons à Dieu de t'accorder son paradis. Et nous autres encore ici, que Dieu nous aide et nous arme de constance pour tenir fidèlement notre engagement de contribuer à la construction d'une nation unie et prospère.
Résolution du conflit, ça a continué d'être son domaine. Il faut dire que Kerno Aliou Diaouné était également le coordonnateur du Fonds de consolidation de la paix. Certains des jeunes du quartier Kobaya d'Arotoma auraient vu de loin la scène se produire. Ce sont eux qui l'ont conduit dans une clinique pour des soins d'urgence, un crime condamné par les acteurs de la société civile guinéenne. Tawel Kamara. L'insécurité n'épargne plus personne à Conakry. L'assassinat de Kerno Aliou Diaouné, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, tout comme Mme Boiro, le vendredi 10 novembre 2012. Aliou Diaouné revenait du service ce vendredi à bord de son véhicule. C'est à Kobaya, non loin de son domicile, qu'il est froidement assassiné par un groupe inconnu. C'était aux environs de 22 heures. Les jeunes du quartier ont assisté à la scène. Nous avons vu venir une voiture blanche en pleine accélération de vitesse. Cette voiture est venue se garer devant une pharmacie. Quelque temps, nous avons entendu des discussions à bord de la voiture. Nous étions à 7 ou 8 mètres de la voiture. Nous avons entendu en disant « descendez, descendez » 3 fois. Et la troisième fois, lorsque la personne n'a pas pu respecter cela, ils ont donné directement le premier coup de tir. C'était à bord de la voiture. Donc on s'est un peu éloigné de la voiture. Et quelque temps, nous avons vu repousser la personne. Et cette personne était tombée maintenant par terre. En refermant la porte, ils ont donné encore les 2 tirs sous ses 2 pieds. Et après, ils ont mis les 4 côtés. En partant, ils ont donné encore le 4e tir. C'était juste pour effrayer la population. Ancien coordinateur du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies en Guinée, l'assassinat de Kerno Aliou Diaouné suscite beaucoup de commentaires dans la cité. Un acte vivement condamné par les organisations de la société civile guinéenne. Nous sommes dans un pays où la coopération, la solidarité entre les citoyens, entre les familles s'est effritée pour laisser la place à un manque de confiance, à l'hésitation et à l'immobilisme. Le rôle de la société civile, c'est d'interpeller l'État à faire face à ses responsabilités. Des règlements de compte ou simple plaisir de tuer à Conakry, des questions qui délient les langues par rapport à des multiples crimes orchestrés par des malfrats ces derniers temps. Face aux assassinats de personnes anonymes et de personnalités sans enquête aboutie, la question de l'insécurité revient au devant des préoccupations des populations. Nos services de sécurité sauraient-ils arrêter cette série macabre? C'est tout notre espoir. L'actualité ce lundi, ce sont les manifs à Yimbaya dans la commune de Matoto. Plusieurs dizaines de jeunes sont descendus dans les rues. Ils protestaient contre l'interpellation d'un imam. Selon des informations, ce dernier aurait dirigé des prières sur le corps d'un mort d'Ebola, exposant ainsi tous ceux qui étaient présents à une possible contamination. Une réticence à Ebola qui déborde à Yimbaya. Reportage Morikaba. 2 bus incendiés, beaucoup de dégâts matériels, c'est le bilan du mouvement de colère des jeunes ce matin à Yimbaya Pharmacie. Comment sommes-nous arrivés là? C'est un imam qui a fait réticence à la mission médicale suite à une suspicion d'un cas d'Ebola dans son foyer. Donc l'imam a été interpellé au niveau des forces de l'ordre. Je crois que c'est ce qui a suscité des soulèvements. La manifestation a, pendant les premières heures de la journée, perturbé la circulation. Du coup, beaucoup de citoyens se sont vus pris au piège. Lorsque je suis sorti à 6 heures, j'ai vu les manifestations ici. Et ça a fait que moi, je n'ai pas pu emprunter la voiture pour aller à l'école. Ma peine, c'est le fait de marcher à pied pour que j'arrive. Je suis déjà en retard, donc il faut que quel que soit maintenant le retard économique, même si j'arrive... J'accuse 3 heures de retard, mais il faut que j'arrive au service. Malgré les efforts du gouvernement et les partenaires dans la lutte contre la propagation du virus Ebola, la réticence est toujours d'actualité dans certaines localités. Ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, mesdames et messieurs les commissaires membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains sont convoqués en assemblée générale le mercredi 11 février 2014 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. L'ordre du jour porte sur la mise en place du bureau de l'institution. Aussi, la présence de tous est obligatoire.
Ebola, la préfecture de Farana a décidé d'intensifier la lutte contre l'épidémie. Le ministre du Tourisme était dans la localité pour voir comment cette lutte s'organise sur le terrain. Les jeunes surtout sont mobilisés pour éradiquer la maladie suivant le programme Ebola 0 en 60 jours. Abdoulaziz Baldé, Mamadi Gassama. Zéro Ebola en 2 mois. Cette phrase est au cœur des causeries à Farana. Pendant plusieurs jours, le ministre en charge du tourisme et les autorités préfectorales de Sankara échangent avec les populations sur les modes de transmission de ce virus mortel. Après le centre-ville, direction Laya Sando, un district situé à 35 km de Farana. Ici, des réticences ont été enregistrées par les agents sanitaires, mais à la suite d'une longue campagne d'information et de sensibilisation, certains citoyens se sont portés volontaires à accompagner le gouvernement dans son combat. Ici, on n'a jamais vu ça avant. Bon, c'est maintenant on a vu une maladie, on n'a jamais vu ça avant. Bon, c'est maintenant on a vu la maladie, il est là. On reconnaît, mais Dieu merci, nous aussi on a mis à nos dispositions de l'État pour que l'État peut nous aider pour enlever la maladie dans notre village. Au départ, c'était la méconnaissance. De nos jours, vraiment, toute la population de Laya Sando croit à l'existence de la maladie et tout le monde maintenant est en train de lutter pour au moins rompre la chaîne de contamination à Laya Sando. Ici, comme dans toutes les localités traversées par la délégation gouvernementale, le ministre Moussa Kondé a invité les populations à respecter les mesures préventives, mais aussi à collaborer avec les agents de sensibilisation. Au jour d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de difficultés à Léa, d'accessibilité, de réticence, mais grâce à l'implication des ressortissants, des autorités sous-préfectorales, préfectorales et au niveau du gouverneur, je pense qu'aujourd'hui la réticence est levée. Lors de notre premier passage en Laya Sando, les populations n'y croyaient pas. Et cela aussi par manque de communication, par manque d'explications réelles. Les populations avaient mis ce problème d'Ebola au compte des sorcelleries, mais pendant notre séjour-là, nous avons aujourd'hui expliqué aux populations et nous leur avons dit d'accepter d'abord que les services sanitaires viennent pour voir effectivement les malades qui sont là. Est-ce que c'est Ebola ou ce n'est pas Ebola? Zéro Ebola en 60 jours. Le rêve est en bonne voie de se réaliser dans le Sankara. Mais la vigilance doit être de mise dans toutes les parties pour venir à bout de cette maladie qui a fait plusieurs victimes en Guinée. C'est parti pour le concours des étudiants devant bénéficier de bourses pour le Maroc. 945 candidats pour seulement 90 places. Ils seront évalués dans 3 disciplines et les heureux gagnants bénéficieront de 3 ans de formation dans le royaume chérifien. Fatima Diallo, Moussa Komara. Ils sont au total 945 candidats au concours pour le recrutement des étudiants boursiers au Maroc. À l'issue de ce concours, 90 personnes seront retenues. Nous avons pris les dossiers, c'est l'enseignement technique, c'est le dossier de bac qui passe. Nous avons envoyé les dossiers au MIPU, le prix universitaire, le service d'examen du prix universitaire a dépouillé et nous a livré les vrais bacs. Parce que toujours, vous ne êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des faux diplômes qui circulent. Donc, ils ont réussi à décanter complètement et à mettre à notre disposition 945. Les candidats avec les profils sciences mathématiques et expérimentales sont les plus favoris. Une fois admis à ces tests, ils se rendront au Maroc pour suivre une formation en hôtellerie, tourisme, électricité et travaux publics. L'idée est de rendre plus compétitifs les jeunes Guinéens sur le marché du travail. Ces 90 jeunes viennent s'associer aux premiers 70 qui étaient déjà partis pour venir servir d'enseignants dans ces écoles-là qui sont des écoles de très haut niveau, qui vont être des références non seulement en Guinée mais également en Afrique de l'Ouest. Et donc ceux qui doivent enseigner à l'intérieur de ces écoles-là ont besoin d'une formation pointue, propre à leur permettre de s'adapter à l'évolution du marché du travail. Et donc ce sont les Marocains qui, dans le cadre de leur partenariat et de l'expertise qu'ils ont en matière de formation professionnelle, qui vont les former dans les meilleures écoles et les centres de formation du Maroc. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc assure la formation pendant 3 ans.
Au terme de leur formation, ces jeunes boursiers s'engagent à enseigner dans les écoles régionales des arts et métiers pendant 10 ans. Ce qui m'a motivé, c'est pour aller au Maroc suivre une formation pour venir servir mon pays. Ce concours, qui est à sa seconde phase, vise l'obtention de 200 formateurs pour une meilleure formation des artistes et techniciens guinéens. Et dans l'actualité encore, la lutte contre l'occupation anarchique des domaines publics, une lutte qui subit un peu de relâchement dans le quartier de Modoula, dans la commune de Ratoma par exemple. Un particulier poursuit tranquillement sa construction dans le lit d'un cours d'eau. Il nargue la loi, un événement qui devrait interpeller les défenseurs de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé. De la terre et du béton, en lieu et place de l'eau et des écosystèmes. Nous sommes à Demoudoula dans la commune de Ratoma. Ici, l'urbanisme est sans contrôle et les habitations poussent jusque dans le lit du seul marigot de la zone. Les riverains s'inquiètent des conséquences futures de cette pratique. Je suis là depuis 2004. Moi, quand je regarde le fleuve, avant même qu'on met le pont là, le pont qui est là, avant qu'on met le pont là ici, la manière dont l'eau coulait aujourd'hui, là, quand la saison pluvieuse arrive, vraiment, l'eau n'a pas de route. Parce que ça déborde, ça monte en haut, même la route, même le goudron qu'on a fait, le pont même est insuffisant. L'eau même monte en haut du pont. Donc, mais c'est pas, comment dire, mais les gens, au moins que moi, là, j'ai vu ma construction là-bas, vous avez été là-bas, l'eau montait jusqu'en haut, ça montait jusqu'à là. Mais maintenant, la construction, là, on a poussé, on a restreint, donc si ça vient, ça monte en haut, je ne sais pas comment ça va se finir. Mais... L'occupation anarchique des domaines publics maritimes est aujourd'hui en pleine expansion à Conakry. Les multiples dénonciations du ministère de l'Environnement ne parviennent pas encore à freiner le mouvement. Il y a les normes de construction. Tout permis de construction doit être communiqué au ministère de l'Environnement pour avis. C'est pour éviter ce qui est là. Ça, non seulement il y a une partie d'un cours d'eau, mais il y a aussi une partie d'une zone humide. Je n'ai pas le droit de casser, je ne peux que montrer. L'occupation des domaines publics maritimes constitue aujourd'hui une menace pour plusieurs îles autour de Conakry à cause de la montée des eaux. Avec le changement climatique mondial, des hectares de zones côtières sont menacés de disparition. La Direction générale des douanes organise du 12 au 14 février 2015 à Kindia la conférence annuelle des douanes sous la haute autorité du ministre délégué au budget. La conférence annuelle va examiner le bilan des activités de l'exercice 2014, les perspectives pour 2015, la répartition des quotas pour l'objectif budgétaire des recettes douanières de la loi des finances initiales 2015 et aussi des communications diverses sur le programme des réformes et de modernisation douanière. Des mesures d'allègement des taxes et impôts pour les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Les professionnels poursuivent leur concertation. Il faut dire que ces deux secteurs ont été durement impactés par l'épidémie d'Ebola. Les chiffres d'affaires connaissent une baisse drastique et cette deuxième séance de travail est censée aboutir à des nouvelles plutôt bonnes. Ansoumane Toumani Camara. Cette deuxième rencontre a permis de faire une analyse approfondie du mémorandum soumis à l'administration fiscale guinéenne par les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Ces mémos donnent des informations sur les chiffres d'affaires de ce secteur économique et fait une proposition d'allègement des taxes et impôts de 2014. L'année 2014, marquée par l'épidémie d'Ebola, a fortement ralenti les activités dans ce secteur économique du pays. Il était question que le directeur voie les doléances, puisqu'ils nous ont demandé de faire un mémo, et le mémo a été déposé. C'est sur cette base-là que nous avons fait des discussions aujourd'hui. Je pense qu'ils seront vraiment sensibles à nous. Ils seront sensibles réellement de revoir, pour au moins nous soulager. Sinon, les 60% sont en train de fermer leur entité. Après des échanges fructueux, l'administration fiscale a salué cette démarche citoyenne de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. La Direction nationale des impôts a pris acte de leur demande et elle mettra tout en œuvre pour la transmettre à l'autorité, c'est-à-dire le ministère délégué au budget. Ce qui reste clair, c'est que aussi l'impôt est assis sur la richesse, sur les activités, sur le revenu, et sur la dépense. Alors si ces entreprises n'ont pas
pu travailler conformément aux règles de l'art, je pense que le prélèvement fiscal aussi doit suivre les mêmes règles. Avec le recul timide mais certain de la maladie d'Ebola en Guinée, les activités touristiques et hôtelières promettent de bonnes perspectives pour 2015. Les opportunités d'investissement encouragées par l'État et les sites naturels et attractifs rares au monde vont relancer la destination Guinée. Les informations hors de chez nous, le scandale explose en Suisse, des révélations sur le secret bancaire, des ruses utilisées pour dissimuler de l'argent non déclaré. Entre 2005 et 2007, plusieurs milliards de dollars auraient transité sur des comptes à Genève, des comptes cachés derrière des structures offshore au Panama et dans les îles britanniques, selon l'agence France Presse. Également en France, les attentats et leurs commanditaires font l'objet de polémiques chez les jeunes. Les lycéens sont confus avec les informations contradictoires fournies par les médias. Alors, théorie du complot ou pas, aide des explications sur ce sujet avec nos confrères de l'AFP. Anan est en seconde. Nous sommes un mois après les attentats et tout n'est pas encore bien clair dans sa tête. On a eu des confusions à cause d'Internet qui transmettait des mauvaises informations ou qui donnait des autres idées qui nous faisaient douter en fait. Il y en a qui disaient que c'était un complot, d'autres qui disaient que le policier à l'entrée de Charlie Hebdo il n'a pas été tué. Anan n'est pas la seule dans ce cas. Ses professeurs ont donc proposé à cette classe de seconde de prendre le temps de décrypter les informations qui circulent dans les médias, comme cette théorie du complot qu'une élève a trouvée sur Facebook. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11h, la rédaction du journal était tout réunie? Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Quel est l'intérêt pour celui qui a ou ceux qui ont fait cette vidéo de mettre une série de questions sans y répondre? Pour nous mettre le doute là. En plus, je sais que c'est pas vrai, mais quand il parle, il me remet encore. On dirait. Ah, ça vous fait Donc c'est très efficace. Alors que retiennent ces élèves d'un cours comme celui-ci? Pour être sûr que l'information est vraie, il faut chercher les sources et pas prendre la première chose qu'on voit et y croire. Faut pas croire ce qu'on nous dit quoi. Dans les réseaux sociaux, enfin partout quoi. Chacun a sa propre opinion et ça peut être bien de les partager. Pour Guillaume Jiquel, leur professeur d'histoire géo, les attentats ont permis de rendre plus concrets certains concepts abordés depuis le début de l'année. J'ai ressenti que les élèves, nos échanges avec eux, permettaient d'aborder des notions de liberté, de droit, des valeurs de la République aussi, de manière extrêmement concrète, parce qu'ils avaient conscience d'avoir vécu une expérience collective importante. Et il n'est pas question d'en rester là. Dans les mois qui viennent, les élèves vont réaliser un blog. Chacun y écrira un article sur différents thèmes. Objectif, prendre conscience de ce qu'est l'écriture publique et responsabiliser les élèves sur la diffusion d'informations sur Internet. Le rappel de nos titres, des funérailles nationales pour l'ancien ministre des Sports et le peuple entier face au choc de cet assassinat. Kerno Aliou Ndiaoune a rejoint sa dernière demeure. Occupation anarchique des domaines publics, un particulier nargue la loi à Demodoula. Il poursuit ses travaux dans le lit des marigots. Les jeunes dans les rues ce matin à Yimbaya, choqués par l'interpellation d'un imam. Quelles en sont les raisons? Où en est le dossier? Vous avez suivi dans cette édition. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.